Monsieur le Président du Conseil national de l'Ordre des médecins, Monsieur le Président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Monsieur le Président de l'Association française d'urologie, cher Patrick, chers collègues et amis, Mesdames, Messieurs. Je tiens avant tout à saluer les présidents de congrès marseillais qui m'ont précédé à cette tribune, de gauche à droite, Léon Imbert, Émile Chauvin, Jacques Ducassou, Christian Richaud. Deux dates importantes dans mon cursus, 1973, ma réussite à l'internat, 1988, ma nomination comme professeur en urologie. De famille méridionale, je suis né à Marseille, aux Ides de Mars. Trois faits marquants cette année-là. La première femme ministre, Germaine Poinceau-Chapuis, avocate à Marseille, est nommée à la santé publique. La création de l'indice de performance de Karnofsky, les urologues comprendront, et l'année où mon maître, Marius Rampal, entre en première année de médecine. Le fil conducteur de mon discours correspond à une de mes passions, la lecture. Vous me direz que la lecture est une passion plus facile à assouvir que l'écriture, car on n'a pas besoin d'avoir du talent. La lecture des anciens est un exercice toujours profitable, car elle permet d'analyser les situations contemporaines avec pertinence. C'est la célèbre phrase de Confucius. J'ai choisi 11 fables de La Fontaine, ces récits d'une moralité acerbe qui enrichissent la culture. Pour illustrer mon discours, je vous propose les dessins de Johanna Boila, ici présente, et vous allez voir avec quel talent. Ces fables nous enseignent que les êtres humains apprennent des idées et des concepts par le biais d'histoires et non de leçons magistrales ou de discours théoriques. Ce sont mes petits-enfants qui m'ont accompagné dans le choix de ces fables. La cigale et la fourmi. Il faut travailler. Alors, vous connaissez tous la morale. Il faut travailler, penser à l'avenir, au lieu de passer son temps à rêver et à s'amuser. C'est ici la seule apparition de la cigale dans les fables. Insecte typiquement provençal. C'est Hippolyte Taine, historien et critique français, qui nous confie au XIXe siècle que l'homme du Sud ressemble à la cigale du fait de sa négligence, de sa supposée imprévoyance, de sa verve chantante. Opposé à l'homme du Nord, travailleur, prévoyant, et qui croit souvent ce qu'on lui chante. Qui, dans l'assistance, n'a jamais entendu parler de l'histoire de la sardine qui a bouché le Vieux-Port? En 1780, une frégate baptisée la Sartine, du nom du ministre de la Marine de Louis XVI, s'échoue dans l'entrée du Vieux-Port. Cette histoire fait vite le tour de Marseille et se transforme dans la plus pure tradition phocéenne, en la très célèbre galéjade marseillaise. Laissons donc rire les rieurs qui croient se moquer des Marseillais en leur rappelant depuis des décennies l'histoire de la sardine qui a bouché le Vieux-Port. Nous savons, nous autres Marseillais, et vous maintenant, la véritable histoire. Attention aux clichés et aux caricatures. Alors, et pourtant, nous avons tant d'atouts. En matière d'énergie, Marseille présente le premier gisement solaire français, avec 300 jours par an, ce qui est envié par nos amis du Nord. La fusion des 3 universités d'Aix-Marseille est effective depuis le début de l'année. C'est la plus grande université de France, Aix-Marseille Université. Preuve qu'à Marseille, on est très attaché, en dehors de l'urologie, au symbole, la partie de cartes.
le jeu de boules, la ligne du ferry-boîte. C'est vrai que je prends des cours d'anglais de façon assidue avec Philippe Bangin depuis des années et que je vous prie de m'excuser, mais j'ai une prononciation qui est en général assez exemplaire. Au dire de Philippe qui n'est pas plus fort que moi. Hein. Alors j'aimerais partager avec vous 9 conseils pour réussir dans un monde de plus en plus complexe. Et où est le sommet? Mieux vaut savoir se contenter de ce que l'on a. Conseil numéro 1, il faut simplifier. L'amélioration n'a pas vocation à être compliquée. Je dirais que le simple est vrai, le vrai est simple. C'est comme tout dans la vie, donner du temps au temps et il se charge de résoudre les problèmes. Tout ce qui est compliqué ne résiste pas au temps. Le développement professionnel continu, ou DPC, ne sera bientôt plus un fantôme, cher Jean-Luc. 14 ans après que les ordonnances Juppé aient rendu la formation médicale continue obligatoire, le DPC qui marie FMC et EPP voit le jour, et évaluation des pratiques professionnelles voit le jour. C'est une suggestion que le bureau de l'AFU en 2005 avait faite à Laurent Degos, alors président de la Haute Autorité de Santé. La simplification administrative est toujours d'actualité. Le vieillard et ses enfants. Toute puissance est faible, à moins que d'être unie. Conseil numéro 2. Attachez toute l'importance souhaitable à la notion d'équipe. Grand fan de football, mon modèle est le FC Barcelone, incarnation footballistique du beau jeu. Le Barça montre qu'on a besoin de valeurs, d'esprit collectif et de talent individuel pour gagner. Tout ceci se retrouve dans notre association, où chacun s'attache à rester fidèle aux 3 principes, la rigueur, la pertinence et bien sûr l'indépendance vis-à-vis de tous les pouvoirs, notre bien le plus précieux, ce qui nous unit tous malgré nos différences. Les réalisations durables sont toujours collectives. C'est ce qu'a compris François Richard avant tous. Léonard et Léonard. Les prudents qui se fient à leur observation évitent les dangers. Conseil numéro 3, être pragmatique quand il s'agit d'évaluer. En France, faire des sauts technologiques relève parfois de la course en sac. L'évaluation des médicaments, comme des dispositifs médicaux, a besoin de transparence, de loyauté et de participation démocratique. Plus d'audace, mais moins de paperasse. Le renard, le loup et le cheval. Que de tout inconnu, le sage se méfie. Conseil numéro 4, limiter les aspects organisationnels au strict minimum. Les urologues exerceront plus longtemps des activités correspondant à leurs compétences de base au lieu de les abandonner pour s'adonner à des tâches administratives ou de supervision. Le dirigisme étouffe la science. Ce n'est pas aux politiques de fixer un cap aux chercheurs. On bride la recherche fondamentale au profit de la recherche à court terme. Les fruits de la recherche sont des fruits sauvages dont la production échappe à la planification. Souvenons-nous que les 3 hommes qui ont peut-être le plus fait progresser la médecine, Mendel et ses lois sur l'hérédité, Pasteur et ses vaccins, Röntgen et les rayons, n'étaient pas médecins. Les animaux malades de la peste. C'est une moquerie subtile du manichéisme politique. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Conseil numéro 5, ne pas négliger les postes de responsabilité. L'important, c'est la meilleure connaissance des institutions. L'important, c'est de faire avancer vos idées ou nos idées pour améliorer le système.
On est avant tout au service des autres. C'est une véritable richesse. Le lion et le rat. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Le lièvre et Conseil numéro 6, aider les patients à jouer un rôle. Les experts sont régulièrement contestés du fait de leur manque d'indépendance vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques comme des décideurs politiques. C'est pourquoi de nouvelles formes d'expertise sont en train d'émerger en dehors du sérail universitaire. C'est le cas des experts dits profanes, recrutés le plus souvent parmi les patients, par leur connaissance de la maladie et du système. Ils ont acquis une expérience qui leur permet de peser sur l'organisation du système de santé, une forme de démocratie participative. Le monde d'incertitude dans lequel nous vivons et les récentes crises sanitaires nous ont montré qu'il était imprudent de s'appuyer sur une seule expertise. le lièvre et la tortue. Un grand classique. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Conseil numéro 7, aller vite et prendre son temps. En France, il faut privilégier la finalité par rapport à l'agitation. La vie n'est pas une fable. La vraie issue de la course, nul ne la connaît. En France, la chaîne de décision est trop longue. Les rendez-vous stratégiques sont trop espacés et rien n'avance. Le corbeau et le renard. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Conseil numéro 8, diffuser et communiquer continuellement. Après les 30 peureuses, ces 30 années écrasées sous le principe de précaution qui commande de donner le plus grand poids au plus petit risque, on vit dans une époque qui a une profonde aversion pour le risque. Être imaginatif, c'est forcément prendre des risques. La communication est devenue un élément déterminant. Le cocktail information, émotion est l'une des clés du monde actuel. Faire peur n'est pas le meilleur moyen d'éduquer une opinion déjà désorientée par l'image que donnent les changements perpétuels de la médecine. Le savoir n'est pas qu'un pouvoir, c'est un trésor qui se partage. Hippocrate l'avait bien compris, je partagerai avec lui mon savoir. Divulguer les savoirs participe d'un nouvel humanisme. Le cochon, la chèvre et les moutons. Quand le mal est certain, la plainte dit la peur ne change le destin. Conseil numéro 9, se plaindre ne sert à rien. Il faut dans cette vie combattre jusqu'au dernier moment. Ne jamais renoncer, ne jamais sacrifier ses idées. L'événement donne toujours raison aux plus patients. Ceux qui se sont élevés doivent combattre pour hausser les autres jusqu'à eux. Quel que soit le résultat, victoire ou défaite, il faut continuer à avancer, se plaindre ne sert à rien. Si tu veux aller vite, pars seul. Si tu veux aller loin, pars avec d'autres. C'est le proverbe africain préféré d'Al Gore, j'en ai fait ma devise. Les cheval et les loups. Une dernière fable. Chacun à son métier doit toujours s'attacher. Celle-ci va me permettre d'évoquer mon parcours et mes rencontres. D'une famille non médicale, en dehors de Marie Coulanges, une des premières femmes internes des hôpitaux de Marseille en 1924, trop prématurément disparue, il n'y a assurément ni sextant, ni encore moins de GPS pour trouver le meilleur chemin, peut-être simplement des rencontres. Ma première rencontre avec l'urologie, je la dois à mon beau-père, Maurice Fournier-Larocque. Vous remarquez à ses côtés, il y a ma belle-mère ici présente, et qui est déjà bien présente sur la photo. Et en réalité, alors c'est une vue pendant son internat. Il a été radiologue
en Guadeloupe, et puis ensuite il a été radiologue sur le bassin d'Arcachon. C'est lui qui m'a permis de réaliser mes premiers actes techniques et de côtoyer M. Gérard Castelmur, célèbre urologue bordelais qui m'a donné le goût pour l'urologie. Le sud de Marseille étant encombré, je me suis rapproché du centre-ville. C'est ainsi que je rencontrai Marius Rampal, un personnage haut en couleur, connu de l'Estac à la Bédoule. C'est à lui que je dois ma formation d'urologue. Pendant 20 ans, nous avons partagé des moments quotidiens de convivialité. Nous nous souviendrons d'un homme généreux, déterminé et courageux dans tout ce qu'il entreprenait. Cette époque m'a permis de lier d'amitié avec le premier chef de clinique parisien du service Rampal, Ilya Savatowski, et l'originalité de son look, c'était les chaussettes habituelles dès qu'il arrivait au bloc. Puis ensuite, le premier chef marseillais, Jean-Charles Halimi, urologue, étudiant aux Beaux-Arts. Déjà enfant, nous étions proches, puisque vous reconnaissez le Palais Longchamp, quartier où nous habitions. Ma première rencontre, ou ma rencontre avec l'urologie parisienne, est due au premier lithotraiteur français installé à Necker. C'est là que j'ai connu, en 1985, le fameux trio de Saint-Louis. Ariane Cortès, Gérard Cariou et Pierre Teillac. Alors je ne veux pas empiéter sur l'exposé suivant, mais regardez bien le visage de Pierre. Il a déjà son regard lubrique. Puis ensuite, j'ai assisté à un moment incontournable, les journées de Cochin, où Adolphe Steg nous faisait découvrir la pédagogie de la faute. Quel homme d'exception, mon cher maître. Entouré de son équipe, le brio de Laurent Bocon-Gibaud et le petit dernier, mon ami Marc Zerbib. Puis l'équipe de la Pitié, qui nous a reçus pendant 20 ans, avant que l'urologie ait une maison, et qui a su créer l'esprit de l'urologie. Christian Châtelain, François Richard et Marc-Olivier Bitker. Mes autres rencontres, mon ami Jean-Jacques Rambaud et notre rapport sur le cancer du rein en 1997. 2 ans de travail acharné créent des liens indissolubles. Mon mentor, Philippe Mangin, alors lui, c'est pas compliqué, il a choisi l'humour comme arme défensive face à tous les agresseurs. À la moindre difficulté, on fait le canard. Toujours rester calme et digne en surface, et sans qu'on vous remarque, s'agiter comme un forcené. Le bureau de l'AFU 2005, nous formions une équipe où chacun jouait un rôle déterminant. Emmanuel Chartier-Kassler, pour plagier certains, surtout que c'est d'actualité, je dirais que c'est le meilleur d'entre nous. Jean-Louis Davin, on dit que c'est un hanneton dans un tambour, certes, mais c'est un véritable incubateur. Jean-Pierre Mignard, notre brillant trésorier, et quel talent. Et puis Jean-Luc Moreau, que vous connaissez maintenant, la valeur du conciliateur. Enfin, mes autres collègues du club d'urologie pratique, le célèbre club fondé par un trio, Guy Valencia, François Richard et Richard-Olivier Fourgat. Puis le club Perspective en urologie. C'est le club qui est dirigé par Jean-Luc Moreau, et le club le plus important en urologie, que vous connaissez peut-être, le club de réflexion en urologie. Place à mes collaborateurs. Davantage de duos que de duels, je vis dans un climat de confiance absolue grâce à Éric Le Chevalier, mon fidèle compagnon à qui je viens de transmettre le flambeau. Gilles Carcenti, qui nous apporte
Les deux secteurs d'excellence qui manquaient, mais pas que cela, son expertise et sa parfaite intégration dans l'équipe. Véronique Delaporte a réussi à s'imposer avec un brio chirurgical certain et peu commun, tout en conservant sa féminité. Que dire de Marc de Fromont, notre pathologiste, et de Marc-André, notre uroradiologue, fidèle héritier de Jean-François Huguet. Sans eux, je n'aurais pu occuper des postes de responsabilité, qu'ils soient ici vivement remerciés. Je n'oublie pas mes amis du Nord, Dominique Rossi et ses talents multiples, Cyril Bastide et sa verve méridionale, et Evelyne Gazarossian, désormais accréditée. Ma famille, mon épouse, c'est le principal conseiller bénévole. Ce que vous ne savez pas, c'est que mon épouse est créole, comme la mère de Félix Guyon, le père de l'urologie française. Sans elle, je n'aurais pu être ce que je suis aujourd'hui. Nos enfants sont les plus belles réussites de ma vie. Benoît, l'expatrié. Mathieu, le plongeur marseillais. La richesse d'un homme n'est pas ce qu'il possède, mais ce qu'il laisse derrière lui. Charlie, Capucine, Baptiste, Thomas et Papiche. Mes petits-enfants sont des jardins que j'aime bien cultiver. Je ne peux terminer mon discours sans saluer la mémoire de Joachim Albaran, dont nous célébrons le centenaire de sa mort à l'âge de 52 ans, lorsqu'il prit possession de sa chaire à Necker. Il voulait s'affranchir de la tradition tout en suivant l'exemple de ses prédécesseurs. Vous connaissez tous ma modestie, aussi vous ai-je évité Le gland et la citrouille. Le hasard ne choisit pas, il propose. Je remercie les membres du conseil d'administration, présidé par Pascal Richman, de m'avoir élu président du 106e congrès français d'urologie. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie mon épouse Michel pour la qualité de cette présentation, parce que rien n'est de moi, ne vous en doutez pas. Et je vous souhaite la bienvenue au 106e congrès français d'urologie.